Salut à tous et bienvenue dans ce premier grand format sur cette chaîne YouTube. Alors qui dit grand format dit d'abord thème à trouver et c'est vrai qu'avec les ayants droit, difficile de faire quelque chose sur les 5 grands championnats. Dès lors, il a fallu se creuser un petit peu la tête et mon esprit est parti sur les coachs français à l'étranger. Malheureusement, ceux-ci ne courent pas non plus les rues, notamment dans l'élite européenne. On aurait pu aller en MLS, on aurait pu aller en Afrique, mais heureusement, il y a un petit entraîneur breton qui est en train de retourner la deuxième division anglaise, le Championship. C'est Régis Lebris qui est solidement installé en tête du Championship avec 31 points après 15 journées. Le fameux rythme de champion est tenu, il est devant Sheffield United, il est devant Leeds, il est devant Burnley. Et la question est de savoir s'il va y rester. Alors est-ce que la petite Bretagne va conquérir la grande direction Sunderland pour comprendre tout ça? Alors évidemment, ceux qui ont de la mémoire se souviennent sans doute que ce n'est pas la première fois que Régis Lebris réussit ses débuts à la tête d'une équipe. Retour 2 ans en arrière, il venait de prendre les commandes du FC Lorient et les Bretons avaient débuté la saison de manière tonitruante, voire impressionnante, puisqu'après 10 journées, ils affichaient un bilan de 8 victoires, 1 nul et 1 défaite, et une place évidemment solidement installé sur le podium. Les choses s'étaient corsées par la suite avec la vente de Ouattara, le départ de Mofi et une deuxième partie de saison beaucoup plus compliquée. Mais il est intéressant de faire ce premier parallèle parce que ce n'est pas le seul. Il y a beaucoup de ressemblances entre le Sunderland d'aujourd'hui et le Lorient de l'époque. Alors le premier point commun concerne l'attrait pour le ballon, ou plutôt l'attrait pour ne pas toujours avoir le ballon. Ça, on le mesure évidemment en regardant la possession de balle, et pendant 2 saisons à Lorient, les équipes de Lebris ont oscillé entre 46,3 et 46,6% de possession de balle. En moyenne, c'était dans la deuxième partie de tableau, évidemment, des plus grosses possessions en Ligue 1. Et bien, du côté de Sunderland, on est dans les mêmes eaux, puisque on est tout simplement à 46,5% de possession de balle depuis le début de la saison, après 15 journées. Ça fait de Sunderland la 18e possession de Championship. C'est d'autant plus intéressant à noter que durant la saison précédente, Sunderland avait l'une des possessions les plus élevées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Lebris est arrivé avec son projet et qu'il a de suite réussi à imposer quelque chose à ce niveau-là. Alors la possession de balle n'est évidemment pas le seul point commun entre Lorient et Sunderland. Quand on se penche aussi sur les statistiques sur l'aspect défensif, on rencontre aussi pas mal de similitudes, notamment en termes d'intensité défensive. Alors comment est-ce qu'on mesure l'intensité défensive? On va utiliser les données de chez Wisecout, chez qui on est allé récupérer ceci. L'intensité défensive se mesure en comptant le nombre d'actions défensives réalisées par une équipe par minute de possession de l'adversaire. Et en l'occurrence, Sunderland réalise 4,7 actions défensives par minute de possession adverse. C'est tout simplement le 21e total sur 24 en Championship, ce qui fait qu'on est sur une équipe qui met assez peu d'intensité défensive, assez peu d'agressivité. Et à l'époque, Lorient, en 2022-2023, avait la 19e intensité défensive de Ligue 1 sur 20 équipes. Bref, du côté de Sunderland comme du côté de Lorient, la défense se veut patiente tout en espérant ne pas être passive. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet avec la première palette de ce grand format, petit tour d'horizon tout de même des joueurs les plus utilisés par Régis Lebris depuis le début de la saison et de son équipe type. On a dans les buts Anthony Patterson, gardien de 24 ans, en défense Dennis Sirkin à gauche et Trey Hume à droite, de latéraux dont on va beaucoup parler un peu plus tard dans cette vidéo. Dans le cœur du jeu, Chris O'Neill ou Chris O'Nine, je ne sais pas comment on dit, défenseur central petit, 1m74 seulement, qui est épaulé par un défenseur quand même un peu plus grand, un peu plus costaud et qui connaît ces divisions-là, c'est le gallois Chris Mepham. On monte d'un cran et on arrive
au milieu de terrain avec un milieu de terrain très jeune. Le capitaine Dan Neil, 22 ans, va plus souvent occuper un rôle en possession de numéro 6 décroché parce que devant lui, Job Bellingham, relayeur gauche, Chris Rigg, relayeur droit, milieu de terrain de 19 ans pour Bellingham, 17 ans pour Rigg. Donc là, vous avez un milieu à 3 avec un joueur de 22, un autre de 19, un autre de 17 ans. Et cette jeunesse, on va la retrouver aussi un cran plus haut sur le terrain avec Romain Mundel, ailier gauche de 21 ans, qui est particulièrement performant. On en parlera aussi un peu plus tard. Patrick Roberts à droite, plus âgé, 27 ans, presque un ancien quand on compare avec Eliezer Mayenda qui avait débuté la saison en tant qu'avant-centre titulaire. Lui qui n'a que 19 ans, il a finalement été remplacé par Wilson Isidore qui est arrivé en fin de mercato, prêté par le Zénith et joueur de 24 ans qui commence à enchaîner les buts. On aura aussi le temps de reparler de lui. Donc voilà pour le 11 de départ. Là aussi, on peut faire le parallèle avec le FC Lorient où le Brice n'avait pas hésité à lancer des jeunes lors de sa saison, à faire confiance par exemple à un joueur comme Enzo Lefebvre au milieu de terrain. Là aussi, on retrouve des similitudes avec sa précédente expérience. Et on va avoir droit évidemment à un autre point commun, c'est le système de jeu, avec ce 4-4-2 très bien dessiné et cette envie de fermer les demi-espaces avec beaucoup de monde à l'intérieur. On va ensuite évidemment déclencher le pressing en cas de passe vers les latéraux, mais la priorité, vous voyez ici en bas l'ailier droit qui reste bien à l'intérieur et on ferme toujours cette zone, cet accès au demi-espace. On fait aussi attention au contre-pied, les passes ici qui pourraient prendre la première ligne à revers, on a cet attaquant qui décroche un petit peu et du coup on force l'adversaire à essayer de contourner ce bloc très compact et derrière, vu qu'on est compact justement, les compensations peuvent se faire avec le central gauche qui est sorti, couvert par l'axial gauche ici et finalement un ballon qui va être dégagé, un peu en difficulté, mais on a vu au moins comment fonctionne cette structure défensive dans sa moitié de terrain. Nouvelle séquence qui va suivre, le long ballon. Et là, on voit un des petits soucis de Sunderland sur le début de saison, c'est sur les deuxièmes ballons, quand ils vont sortir haut, ils sont pas toujours souverains, ils peuvent perdre les ballons, et dans ce cas-là, il faut évidemment vite se replacer, vite d'abord fermer l'axe, ici avec une ligne défensive qui se resserre pour protéger le couloir de jeu direct. La balle va partir sur le côté, et évidemment, vous voyez ce bloc qui se reforme petit à petit, tous les joueurs sont en train de revenir, et là, ça y est, tous les joueurs de Sunderland sont dans leurs 30 mètres, et on va pouvoir retrouver la formation en 4-4-2 qu'on a vu un peu plus haut, ça va se reformer tout doucement, nous allons y arriver, nous y voilà. Et ensuite, toujours cette envie de fermer l'accès au jeu intérieur, forcer l'adversaire à passer par les côtés, à essayer de contourner ce bloc. Et là, ça va pas être simple pour les joueurs de Middlesbrough, les joueurs de Michael Carrick. Et ici, à l'intérieur, une tentative de passe qui va pas tarder à arriver. Et là, le bon jaillissement du défenseur central, on empêche de se retourner, on repousse. Et on continue de forcer l'adversaire à passer par les côtés, où ensuite il faut évidemment être présent pour cadrer, être présent aussi dans la couverture en cas de jeu long. Alors évidemment, cette façon de défendre parfois flirte avec la passivité. Il ne s'agit pas non plus de trop se laisser faire, parce que sinon l'adversaire va toujours plus se rapprocher du but, et finalement, le moindre petit décalage, la moindre petite erreur, ça peut devenir une très grosse occasion pour l'adversaire. Mais là, on va d'abord, avant d'évoquer les limites de cet aspect défensif, on va d'abord se pencher sur ce que ça apporte à l'équipe et évidemment attendre aussi bas, c'est pour pouvoir créer les conditions pour sortir très vite, très fort en contre-attaque, exploiter les transitions et ça Sunderland a très bien su le faire depuis le début de la saison. Et cette première séquence, c'est l'occasion de voir que si Sunderland reste la plupart du temps en bloc médian ou bloc bas, ils peuvent aussi parfois aller chercher plus haut pour gêner les sorties de balles adverses, ici le 6 mètres de Watford avec un 5 contre 5 pour empêcher la sortie de balles courte et forcer peut-être le jeu long, c'est ce qui va se passer justement ici, le jeu long, et à la retombée, à nouveau, le petit problème du côté de Sunderland qu'on avait évoqué tout à l'heure, c'est que sur les deuxièmes ballons, on n'est pas forcément toujours gagnant. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On reforme le bloc, ici, ça y est, c'est fait, tout le monde s'est replacé, et on va pouvoir défendre un petit peu différemment de ce qu'on a vu jusque-là, puisque là, on va avoir une orientation très individuelle au niveau des 3 milieux de terrain de Sunderland dans ce match par rapport au milieu de terrain de Watford, et ça se voit surtout avec le positionnement de l'axial droit ici, Neil, qui suit son vis-à-vis, alors que dans un positionnement plus normal, il devrait être plus proche, évidemment, de Bellingham, son partenaire, dans l'entrejeu. Néanmoins, si la façon de défendre change dans le cœur du jeu, l'objectif reste le même, on empêche la pénétration à l'intérieur, on essaie de faire reculer l'adversaire, on sort
sur les passes négatives ou latérales, et là la balle va être récupérée, une passe vers l'avant, une transition, Isidore qui part vers le but adverse en fixation, et un tir qui, malheureusement pour lui, est un petit peu trop croisé. Nouvelle séquence face à Middlesbrough, on retrouve une façon de défendre dans l'entrejeu et des positionnements beaucoup plus naturels et beaucoup plus habituels avec la ligne de 4 bien dessinée, toujours cette envie de fermer le demi-espace, on sort en cas de passe vers le latéral, dans le couloir, le long de la ligne. Roberts tente de faire ça, mais là, l'interception, elle va venir dans le cœur du jeu avec la bonne lecture de Neal, qu'on va voir dans quelques secondes ici, qui lit bien la passe, qui intercepte, et derrière, évidemment, on explose en transition, c'est Mayenda qui récupère l'avant-centre, Roberts qui donne une solution à droite, mais Mayenda part à gauche, et finalement, ça va être récupéré par la défense de Middlesbrough. Nouvelle séquence, cette fois-ci face à Portsmouth, on est avec un bloc beaucoup plus bas, une récupération ici, et là ça pourrait être la panique, on pourrait dégager, mais non, on va lever la tête, on va prendre l'info, et on va surtout trouver Patrick Roberts, l'ailier droit, le long de la ligne de touche, Roberts qui va contrôler, pendant que dans l'axe, on a les grandes foulées de Job Bellingham, qui vont offrir une solution dans l'espace, Bellingham qui prend l'info, qui met un ballon parfait pour Mayenda, et Mayenda qui, cette fois-ci, là aussi manque de réussite et rate son face-à-face. On enchaîne avec une nouvelle séquence, avec une équipe de Sunderland dans sa moitié de terrain, l'occasion de voir les compensations à nouveau avec ces deux lignes qui sont plutôt resserrées, l'attaquant qui vient ensuite fermer l'espace qu'avait libéré le milieu qui était parti couvrir son latéral. Donc là aussi, les mécanismes de compensation fonctionnent parce que les lignes sont proches les unes des autres. Du côté de l'adversaire, on n'a pas d'autre choix. On contourne, on va arriver sur le côté. On a une prise à deux qui va tenter de se mettre en place. Elle ne suffit pas, mais heureusement, il y avait Bellingham derrière. Et derrière, on part en combinaison. Cette fois-ci, à l'intérieur, entre les trois milieux de terrain, Brown, Bellingham et Riggs. C'est Brown qui est lancé vers le but. Et devant lui, trois solutions. Les deux ailiers au large qui vont être très importants et dont on va parler après, c'est Mundle et Roberts. Mundle à gauche, Roberts à droite. Là, Roberts part dans la surface. Il va fixer, position de centre. Il centre. Mayenda pense conclure, mais c'est Brown qui pousse la balle au fond des filets. On l'a vu avec ces séquences défensives, le projet de jeu est avant tout collectif. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de joueurs du côté de Sunderland qui ressortent particulièrement sur des statistiques individuelles. Il n'y a pas de gros volume à la récupération, il n'y a pas de gros volume en termes de tacles, de duels remportés, etc. C'est une défense collective, des lignes qui travaillent ensemble, des joueurs qui se protègent les uns les autres, qui se couvrent mutuellement. Et ça, forcément, on est obligé de faire le parallèle avec le 4-4-2 de Lebris, le 4-4-2 de Gourcuff, le 4-4-2 de Lorient, qu'on a vu pendant des années et des années en Bretagne. Cette manière de défendre n'est toutefois pas sans faille, et parfois, comme je l'ai dit auparavant, cette patience peut ressembler à de la passivité. Et lorsque le temps de jeu de l'adversaire s'allonge, forcément l'adversaire va se rapprocher inexorablement du but, et à ce moment-là, le moindre petit retard, le moindre petit problème, le moindre petit tacle manqué peut ne pas être rattrapé, et du coup se transformer en occasion dangereuse. D'ailleurs, sur le plan statistique, la défense n'apparaît pas particulièrement imprenable puisqu'elle a concédé 15,8 XG depuis le début de la saison, plus de 1 XG par match, ce qui est correct, mais les top défenses généralement sont en dessous de ce chiffre. L'équipe bénéficie en plus d'une légère surperformance défensive puisqu'elle n'a pris que 11 buts pour ses 15,8 XG concédés. Les défauts sont plutôt visibles. Parfois, des joueurs vont se jeter et du coup se faire éliminer de la suite de l'action. Il y a eu des buts encaissés face à Leeds United, par exemple, avec un tir de Firpo. On a aussi une vulnérabilité qu'on a pu voir pendant quelques matchs au deuxième poteau avec des replis défaillants, notamment de Mundle depuis son aile gauche qui ne revenait pas défendre jusque dans sa surface, ce qui posait des problèmes à la retombée des centres. Et forcément, quand on est passif, quand on attend, souvent on peut laisser beaucoup trop d'espace à l'adversaire pour ajuster des centres au deuxième poteau. Mais là, point intéressant, dans les dernières rencontres de Sunderland, on a vu des séquences où Mundle faisait cet effort supplémentaire, revenait dans sa surface pour permettre de fermer correctement le deuxième poteau. On a aussi vu des situations où, face à Leeds United notamment, le 4-4-2 pouvait se transformer en phase défensive plus bas sur le terrain en 5-4-1 grâce à la descente d'un cran du milieu défensif le plus reculé, en l'occurrence Neal, le numéro 4. Cela permettait quoi ? Cela permettait ainsi de créer une ligne de 5 dans la surface de réparation et donc d'avoir un joueur de plus pour couvrir ce fameux deuxième poteau.
Maintenant, défendre, c'est une chose, et on a vu que Sunderland passait le plus clair de son temps sans le ballon. Néanmoins, si on n'a pas d'idée quand on l'a, difficile d'être dangereux, et surtout difficile d'être tout en haut du classement. Donc, maintenant, il est temps de se pencher sur ce que font les Black Cats lorsqu'ils sont en possession du ballon. Wilson Isidore. Oh! What has he done? What has he done? Et au moment d'évoquer le comportement de Sunderland avec le ballon, on est obligé de revenir et de refaire un parallèle avec le Lorient de Régis Lebris, le Lorient de ses débuts, pour une raison simple, c'est que Sunderland s'appuie sur des ailiers faux-pieds, comme Lorient à l'époque, avec notamment Dango Ouattara, qui avait réussi 6 mois exceptionnels avant d'être vendu du côté de Bournemouth. Et bien du côté de Sunderland, on n'a pas Dango Ouattara, mais on a Patrick Roberts à droite et Romain Mundle à gauche. Les deux ailiers sont particulièrement sollicités puisqu'ils reçoivent la majorité des passes progressives tentées par leurs partenaires à la récupération. On va essayer d'abord de les trouver vite pour partir en transition et surtout, leur impact se lie aussi sur le plan statistique, puisque si Sunderland est l'une des équipes qui dribble le plus en Championship cette saison, c'est surtout parce que ces deux ailiers sont chargés d'aller provoquer, d'essayer de faire des différences, de porter la balle, et derrière eux, d'autres joueurs sont aussi capables de le faire. Cet ensemble nous offrant une équipe avec beaucoup de joueurs capables de porter la balle, de l'amener eux-mêmes dans les 30 derniers mètres, de l'amener eux-mêmes dans la surface de réparation. Et c'est notamment sur ces valeurs-là, sur ces statistiques-là, que Sunderland sort du lot malgré sa faible possession de balle. Et cette envie de gagner des mètres, de porter le ballon, elle est l'œuvre des deux ailiers, comme je le disais, les deux ailiers faux-pieds. Vous voyez ici Patrick Roberts qui rentre dans l'axe et qui va décaler à l'opposé James Clark, qui était l'ancien ailier gauche transféré en toute fin de mercato et donc remplacé par Mundle. Clark transféré du côté d'Ipswich, alors que c'est un des meilleurs joueurs de Sunderland. Là, cette fois-ci, on voit Mundle, on voit Roberts au large à droite. Mundle va être servi à gauche et il va revenir comme un traditionnel ailier faux-pied, repiquer sur son pied droit, se mettre en position de frappe. Et c'est bien repoussé par le gardien de but. Mais ce qui est intéressant chez les deux hommes, c'est qu'ils peuvent soit, comme vous l'avez vu, rentrer intérieur, mais Roberts aussi, il peut décider de partir sur le côté droit, de partir sur son pied faible et de donner une passe décisive, imité quelques matchs plus tard par Mundle sur cette séquence-là, bien lancé par Bellingham. Mundle qui va aller fixer, qui va aller provoquer son adversaire, qui va partir, après avoir feinté pied droit, partir pied gauche, mettre devant le but, et ça va être poussé au fond des filets. Ce serait toutefois très réducteur de considérer que Sunderland ne vit que par les percussions de ses ailiers, d'autant plus que les deux hommes ne sont pas particulièrement à des taux de réussite élevés dans les 1 contre 1. Ils ont du déchet, et dans ce cas, ils ont besoin d'aide aussi pour créer des fausses pistes, les accompagner, et ça, la présence dans la surface, et surtout les courses dans les 30 derniers mètres, c'est un point clé pour bien comprendre l'animation offensive des Black Cats. On le voit par exemple sur cette première séquence ici, la balle va partir après la bonne orientation de Bellingham, la balle part sur le côté, et là c'est Trey Hume, le latéral droit, qui part sa course, vous voyez, il embarque un adversaire, et du coup ça va ouvrir l'accès au cœur du jeu pour Patrick Roberts, qui va pouvoir rentrer sur son pied gauche, lever la tête, chercher une solution, et cette fois-ci manquer la transmission, puisque c'est bien couvert finalement. Nouvelle séquence ici, à nouveau Roberts qui attire des joueurs à lui, et qui va trouver Trey Hume, qui là encore arrive lancé, cette fois-ci pleine balle dans la surface de réparation, un appel à l'intérieur, dans le demi-espace, ça va être repoussé par la défense, et là c'est intéressant à noter aussi, à l'entrée de la surface, qui tente sa chance du droit, c'est le latéral gauche, et on va reparler de lui dans très peu de temps. On va reparler de lui même tout de suite, puisque c'est lui qui intercepte le ballon, et qui là va donner de la suite à l'action, alors que Massengo va fermer pour tenter une prise à deux, il a lâché Sirkin qui va à nouveau être servi par Mundle dans la surface, et qui va se retrouver en bonne position pour centrer, et ça va être repoussé par la défense, mais non sans difficulté. Nouvelle séquence ici, avec Mundle qui part en percussion, qui conserve le ballon, et qui va à nouveau attendre l'arrivée en dédoublement de Sirkin, le centre, et dans la surface, vous notez qu'il y a l'appel premier poteau de l'avant-centre, qui ouvre de l'espace pour Bellingham, qui met sa tête, mais cette fois-ci, ça passe à côté des buts.
Nouvelle séquence ici, et cette fois-ci, c'est pas le latéral, c'est le milieu axial droit, Rig, de 17 ans seulement, qui fait l'appel en profondeur pour essayer d'offrir une solution à Roberts, qui rentre finalement à l'intérieur. On part sur le côté gauche, Sirkin, vous voyez le positionnement à l'intérieur qui ouvre l'accès pour trouver Mundle sur l'aile, et là ce qui est intéressant pour Sirkin, c'est qu'il va rester dans l'axe, il va attendre que Mundle réussisse à se mettre en position et lui offrir une solution. Nouvelle tentative de centre, cette fois-ci c'est contré par la défense et capté par le gardien de but. Et cette participation des latéraux, cette animation sur les côtés fait que Sunderland va rapidement orienter le jeu justement dans ces zones pour construire. Ici vous voyez une base 2-3 avec le latéral gauche qui est resté en bas et une combinaison qui va partir côté droit avec le latéral, avec le milieu axial droit, avec l'ailier qui vont combiner, qui vont permuter, des rotations qui fonctionnent bien et qui permettent de créer ainsi des décalages, d'attaquer le but adverse. Et là, on est bien aidé tout de même par un beau CSC à la finition. Nouvelle séquence ici, cette fois-ci côté gauche. Le défenseur, à nouveau, vous voyez ce côté fluide à la relance. Cette fois-ci, c'est le défenseur central gauche qui s'excentre et qui va aller fixer pour porter la balle derrière le premier rideau adverse. Sirkin fait une différence et ensuite, on déroule jusqu'à la surface. À gauche, c'est plus Sirkin et Mundle qui vont combiner entre eux pendant que Bellingham est dans l'axe. Attaque de l'avant-centre au premier poteau, joueur libéré ici et malheureusement le tir n'est pas cadré. Alors vous venez de voir des dédoublements extérieurs de Sirkin sur le côté gauche, dédoublement à l'intérieur avec Hume à droite, mais les deux latéraux de Sunderland en fait savent faire beaucoup plus de choses que simplement apparaître dans le dernier tiers du terrain pour offrir une solution ou créer de l'incertitude autour de l'ailier faux-pied. Et ce qui est très intéressant dans cette équipe, de par leur capacité à interpréter d'autres rôles, notamment dans l'axe, eh bien Hume et Sirkin peuvent occuper des zones qui seraient normalement dévolues au milieu de terrain, Rig et Bellingham, dans le cœur du jeu, de manière soit à apporter une dernière passe, mais aussi à couvrir en cas de transition, couvrir l'espace. Et on va voir ça avec quelques images qui vont déjà aussi prouver la qualité individuelle des deux latéraux et leur capacité aussi à faire des différences tout seul. Ici Sirkin qui va résister à la pression, se mettre dans le sens du jeu et se lancer tout simplement dans un rush, éliminer 1, 2, 3 adversaires et continuer sa course pour occuper le demi-espace gauche. Première séquence ici où on voit la capacité en individuel du joueur à faire des différences. Et de l'autre côté, on arrive sur Hume, pareil, on va rentrer à l'intérieur, on va aller fixer un petit peu dans cette zone pour finalement renverser à l'opposé, toujours dans cette optique de libérer l'ailier qui va rentrer, qui va aller provoquer, essayer de faire des différences. Et là, ce qui est intéressant, c'est la position de Sirkin et Hume, axial, tous les deux, qui peuvent être les premiers joueurs présents au contre-pressing en cas de perte de balle, et ça permet notamment à un Bellingham, le numéro 7, d'aller dans la surface. Ici, regardez le positionnement intérieur de Hume, qu'est-ce que ça permet? Ça resserre évidemment le bloc adverse dans l'axe, ça met des joueurs entre les lignes, un joueur de plus, et ça permet d'écarter sur Roberts, qui peut ensuite aller provoquer comme il aime le faire. Alors là, cette fois-ci, la balle va être perdue, mais à nouveau, on va voir Hume qui va être présent, et regardez, il n'a pas peur de rentrer dans la densité, de fixer des joueurs, de porter le ballon, et ce qui va être intéressant, alors que Sunderland est bien installé dans le camp adverse, vous voyez la possibilité de trouver Mundle sur l'aile, et surtout beaucoup de joueurs à l'intérieur, parce que Sirkin est à l'intérieur le latéral gauche, parce que Hume est à l'intérieur le latéral droit, et là regardez Hume qui est dos au jeu, regardez le réflexe quand même, la prise d'information sur ce qui se passe dans son dos, et surtout l'interprétation du rôle, l'interprétation de cette zone. Il sait déjà qu'il va y avoir une solution à trouver, collée à la ligne, c'est Rig qui avait permuté avec Roberts qui centre, et à nouveau une occasion pour Bellingham, mais cette fois-ci, ça passe au-dessus. Et en réalité, ce comportement des latéraux de Sunderland s'explique tout à fait par les joueurs présents autour d'eux. Commençons par les joueurs clés de cette équipe, on en a parlé tout à l'heure, les deux ailiers faux-pieds. Les deux ailiers faux-pieds, le Brice leur demande de rester le plus large possible pour profiter évidemment d'un maximum d'espace pour se lancer et aller provoquer. À partir du moment où nos deux ailiers doivent rester au large, il faut forcément un joueur ou deux capable de jouer assez haut pour épauler l'avant-centre. Sinon, l'avant-centre va se retrouver très seul et généralement en difficulté. Dès lors, les milieux doivent avoir la possibilité de jouer haut. Donc pour que ces milieux puissent jouer haut, il faut des joueurs pour épauler le numéro 6 et évoluer à sa hauteur. Et dans ce cas-là, qui sont ces joueurs d'appoint qui peuvent rentrer dans l'axe pour soit mettre plus de monde entre les lignes ou bien épauler
Le numéro 6, en cas de transition adverse, forcément ce sont les latéraux qui sont cette variable d'ajustement et qui doivent être en capacité d'interpréter toutes ces zones et d'occuper ces rôles différents selon ce que demande le jeu. Et on va le voir sur cette séquence face à Luton. Ici, on va s'intéresser au positionnement de Hume et de Brown, le milieu de terrain et le latéral droit. Ici, Brown, le numéro 8, c'est le milieu, Hume, le latéral, qui est déjà à l'intérieur. Et là, regardez, grâce au positionnement intérieur de Hume, que peut faire Brown? Il peut aller se projeter dans la surface de réparation adverse et essayer d'offrir une solution. Finalement, la balle va être perdue. Et là, regardez, à la perte, qui peut contrôler la course en cas de transition? Qui peut contrôler le joueur de Luton qui est en train de sortir? C'est Hume qui contrôle la course pendant que Brown revient et finalement Hume va réussir à intervenir. Et qu'est-ce qui se passe dans l'autre sens? Ballon récupéré par Neal. Qui est-ce qui est en train de dédoubler à l'intérieur pour ouvrir l'espace à Mundle? C'est le central gauche qui a pris la place de Sirkin. Et là, Mundle, position ailier faux pied, il conclut assez tranquillement et il permet à ce moment-là à Luton de prendre l'avantage. Nouvelle situation, on est face à Oxford et on va à nouveau surveiller ce que fait Hume par rapport au positionnement de ses partenaires. Ici, Neal, le numéro 6 habituel, est parti s'excentrer côté gauche pour effectuer la relance et la première passe. Donc Hume, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est recentré et il occupe ici le cœur du jeu comme un véritable milieu de terrain pendant que c'est Roberts à l'aile, à l'opposé, qui occupe la largeur. Là, Hume, il reste dans l'axe, la balle va arriver jusqu'à lui, il va justement ouvrir vers Patrick Roberts. Et là encore, il va rester dans cette position à l'intérieur qui permet à d'autres joueurs de jouer plus haut. Lui, il occupe le rôle d'équilibre aux côtés de Neal et là, il va même en profiter pour délivrer une jolie passe décisive à Joe Bellingham. Alors après ces 20 minutes d'analyse, il est temps de se poser la question à plusieurs dizaines de millions d'euros. Est-ce que Sunderland, avec le Brice, va retrouver la Première Ligue? Mais puisqu'on parle d'euros, permettez-moi, avant de conclure cette vidéo, de vous présenter les différents moyens de soutenir cette chaîne. Il y a d'abord le soutien direct via ma page Tipeee qui me permettra de me dégager du temps, à la fois pour faire plus de grands formats de ce genre sur YouTube, mais aussi me dégager plus de temps pour pouvoir streamer sur Twitch et peut-être, qui sait, à terme, pouvoir rémunérer des personnes pour m'accompagner pour tout ce qui est habillage graphique et montage vidéo. Alors ce premier soutien est sans contrepartie, mais si vous en voulez une, vous pouvez aussi vous abonner à SoFoot Arena, plateforme à laquelle je participe très régulièrement. J'y anime notamment une fois par semaine Vue du banc. Et en bonus, en plus de tout le catalogue de podcasts, vous aurez accès à chaque nouveau magazine SoFoot tous les mois en version digitale. L'abonnement coûte 4,99€ par mois ou 39€ par an. Et si vous voulez découvrir tout ça, vous pouvez bénéficier d'un mois gratuit grâce au lien présent dans la description. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet instant promo. Maintenant, retour à la vidéo. Alors, les Black Cats sont-ils en route vers la Première Ligue? L'idée n'est pas de leur porter malheur, mais plutôt de tempérer peut-être certaines ardeurs au vu des résultats. Il semble difficile d'imaginer Sunderland maintenir un tel rythme jusqu'à la fin de la saison. Première raison, la surperformance offensive. Les joueurs de Régis Lebris ont marqué 25 buts pour 17,8 XG produits. Cela veut dire qu'ils sont en forte réussite devant le but adverse. Et si l'on ajoute cette surperformance offensive à la surperformance défensive, on arrive à un différentiel favorable de plus de 10 buts par rapport aux expected goals produits et concédé. C'est un chiffre digne des plus grosses surperformances depuis le début de la saison, des performances tenues par le Barça, le Bayern ou encore l'Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi. Et évidemment, sans grand talent à la finition ou dans les buts, c'est une performance qui est difficile à imaginer sur la durée, d'autant plus que le Championship, comme vous le savez, est un championnat très long avec 46 journées de saison régulière. En réalité, au-delà de ces chiffres avancés, d'autres statistiques font de Sunderland une équipe aujourd'hui qui devrait être à la lutte pour le top 6, c'est-à-dire les places qualificatives pour les playoffs, plutôt que à la lutte pour le titre ou le deuxième spot permettant une entrée directe en Première Ligue.
Deuxième point important à prendre en compte, l'exemple de Lorient. On en a assez parlé dans cette vidéo pour mettre en avant les points communs. Il ne faudrait pas non plus que Sunderland fasse comme Lorient, c'est-à-dire s'effondre au fil de la saison, au gré des adversaires par exemple qui trouvent des solutions pour leur poser des problèmes, ou bien d'un board qui se séparerait de ses meilleurs éléments. Et là évidemment se pose une grande question pour le futur de Régis Lebris à Sunderland, que peut faire le board des Black Cats pour accompagner ou plomber la suite de la saison? Est-ce que si l'équipe maintient son rythme de croisière jusqu'à la trêve, le fait d'être dans les places en haut du classement amènera les dirigeants à investir un petit peu pour renforcer l'équipe et essayer d'aller chercher une de ces fameuses 2 premières places du championnat? Ou bien est-ce qu'ils essayeront de faire rentrer un peu d'argent en se séparant de joueurs qui risquent d'être convoités dès cet hiver? Le dernier point qui incite peut-être à l'optimisme reste la marge de progression de cette équipe très jeune, avec Rigg, avec Bellingham, avec Hume, avec Sirkin. Bref, aux 4 coins du terrain, on a des joueurs qui sont encore en apprentissage et qui semblent apprendre vite. Et à défaut de savoir si cela suffira pour faire de Sunderland une équipe de Première Ligue la saison prochaine, c'est peut-être ça, cette jeunesse, qui nous donne envie de suivre cette équipe et de voir jusqu'où Régis Lebris pourra l'amener cette saison. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour un prochain grand format. She went with a drummity drum.